Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette réunion de clôture dans le cadre de la consultation publique relative à l'extension et la fiabilisation de l'usine Ginestou-Garonne. Petit propos introductif pour vous présenter le menu de notre soirée, de notre réunion. Donc, après les traditionnels propos introductifs, nous aurons droit à une mise en lumière du projet pour que tout le monde ait le même socle de compréhension commun par rapport aux enjeux relatifs à ce projet d'extension et de fiabilisation de l'usine. À la suite de quoi, je viendrai vous présenter la démarche de la consultation relative au projet, ainsi que les différents enseignements que nous avons pu en tirer, puisque cette consultation a démarré le 11 mars dernier et que nous approchons de sa clôture. Et enfin, nous ouvrirons un traditionnel temps de questions-réponses, pour lequel je précise que nous avons des personnes qui sont à distance. Cette réunion publique est filmée, à la fois en live et elle sera disponible en replay par la suite. Donc les personnes qui sont à distance auront la possibilité de questionner en envoyant un SMS à un numéro de téléphone qui leur sera indiqué sur l'écran grâce auquel ils peuvent visionner cette réunion publique. Et enfin, nous pourrons clôturer et partager un petit moment convivial tous ensemble avant de se quitter, sachant qu'encore une fois, cette phase de consultation, même si nous sommes sur une réunion de clôture, perdure jusqu'au 13 juin prochain. Pour plonger tout de suite dans la partie introductive, je vais laisser la parole à monsieur Jean-Guy Gendras, commissaire enquêteur désigné dans le cadre de cette consultation publique. Merci. Bonjour à tous. Tout le monde m'entend, hein? Allez-y. Là, c'est mieux? Toujours pas, non? C'est mieux. Allez-y. Vous recevez là? Ok. Donc, comme vous venez de le dire, donc, je suis le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Toulouse pour cette consultation publique qui dure 3 mois, à la différence d'une enquête publique traditionnelle qui ne dure qu'un mois. Donc, nous en sommes à une semaine avant la fin et c'est la deuxième réunion publique. Ma mission, elle est double. Informer vers le haut et informer vers le bas. Donc, premier rôle, participer à l'information du public, s'assurer qu'il a accès à tout le dossier du projet et s'assurer qu'il peut poser des questions et que ces questions vont avoir une réponse. La deuxième mission, c'est renseigner l'autorité administrative organisatrice, c'est-à-dire la DDT du 31, et je la renseignerai par le biais d'un rapport que je ferai. J'aurai 3 semaines après la fin de l'enquête pour faire ce rapport, et dans ce rapport, je ferai une synthèse du déroulement de l'enquête, des problèmes éventuellement qui se sont posés, des questions essentielles qui ont été posées par le public ou par les autres associations, et je ferai une synthèse, une conclusion avec mon avis sur le déroulement de l'enquête, également sur le projet lui-même. Voilà. Je vais passer la parole à M. Medina, vice-président de Toulouse Métropole. Merci. Oui, moi je parlerai surtout de modernisation de la filière, modernisation pour fiabiliser la Garonne. Je pense que c'est capital, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Remplacer la file G2, ce que nous permettra G5, fiabiliser ainsi son traitement, avoir une installation plus moderne qui va limiter encore les nuisances olfactives. Ce sont des éléments capitaux sur lesquels nous travaillons. Améliorer la qualité des rejets à la Garonne, ça c'est très très important, dans un contexte de changement climatique et d'étiage de plus en plus sévères. G5 est ainsi l'une des actions du plan eau de Toulouse Métropole visant à préserver la Garonne. Il faut aussi se préparer aux exigences des nouvelles directives européennes des eaux résiduaires, le DRU 2, alors même qu'elle n'est pas encore transposée. Nous sommes déjà en avance, mais Toulouse essaye toujours d'être en avance et d'être le meilleur possible, que ce soit autant pour l'eau potable que pour l'eau usée. Avec un traitement du phosphore renforcé, avec une part de production électrique sur site via l'installation de panneaux solaires. Rappeler aussi des exigences, il faut que je vous rappelle aussi des exigences environnementales fortes qui ont été fixées
aux futurs constructeurs, notamment en matière de réduction des gaz à effet de serre. On peut aussi afficher le souci de réactivité et de précision de la métropole dans les réponses apportées aux différentes remarques soulevées lors des consultations. On essaye, et c'est un travail qui est fait systématiquement, c'est répondre tout de suite. Et ensuite, je voulais juste vous remercier, tous ceux qui sont à distance et vous dans la salle, d'être là et de nous aider justement à avancer dans cet échange. Voilà, et on va répondre à vos questions pour faire une belle présentation d'abord, dans une transparence totale, c'est toujours ce que j'ai exigé, surtout qu'on ne cache rien, et avec explication et toutes les réponses aux questions que vous pourrez poser. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos propos introductifs et le rappel des ambitions de Toulouse Métropole et des enjeux relatifs à ce projet-là. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir un chapitre pour plonger dans le cœur du sujet et vraiment les différents détails techniques et de mise en œuvre qui sont imaginés pour ces ambitions d'extension et de fiabilisation de l'usine. Et pour ça, j'appelle la maîtrise d'ouvrage à bien vouloir me rejoindre. Bonsoir à tous, donc Julien Hennick, je suis le directeur du cycle de l'eau de Toulouse Métropole. On va aller très rapidement, je pense, pour rappeler le projet, étant donné qu'on retrouve un certain nombre de participants qui ont probablement déjà pris connaissance du dossier et qui étaient présents même pour certains lors de la première réunion. Donc, Ginestou-Garonne, qu'est-ce que c'est? C'est notre plus grosse station d'épuration sur le territoire de la métropole. Elle traite à la fois les eaux usées de Toulouse, mais aussi d'une dizaine de communes limitrophes. Elle traite un volume d'eau qui est très conséquent, 125 000 m3 d'eau usée traitée par jour. Et pour ramener toute cette eau usée à la station, on a à peu près 1000 km de réseau sur ce bassin versant. Donc voilà, une station très importante, vraiment au cœur de notre système d'assainissement. Et une station qui a été construite au fil des décennies. Les premières installations datent de la fin des années 60. Et puis au fur et à mesure de l'avancée des technologies, mais aussi de l'accroissement de la population de l'agglomération toulousaine, mais la station a été modernisée, agrandie. Et donc on retrouve finalement un patchwork. C'est aussi l'intérêt de cette station, c'est que ça nous montre toute l'histoire de l'assainissement sur un seul site. Et donc on retrouve un certain nombre d'installations régulièrement mises en œuvre sur le site, encore une fois pour faire face à l'accroissement et à l'augmentation des exigences réglementaires en termes de qualité d'eau rejetée, mais aussi à l'accroissement de population sur l'agglomération toulousaine. Donc très rapidement, en quoi consiste l'opération globale de modernisation et de fiabilisation de Ginestou? On est sur une multitude finalement d'opérations, mais globalement qu'on va résumer en deux grands horizons de travaux. Donc on va avoir un premier horizon de travaux à l'horizon 2030 qui va constituer, enfin qui va finalement induire à l'abandon d'une filière qu'on appelle G2, donc deuxième filière de Ginestou, qui est une filière qui est vieillissante et qui ne peut pas être confortée en l'état. On n'a pas de travaux de confortement qui vont nous permettre de la faire durer. Donc l'idée c'est d'abandonner cette filière G2, mais pour pouvoir abandonner cette filière G2, il y a nécessairement la création au préalable d'une nouvelle file de traitement, une file donc moderne et rénovée, donc qui est la file G5 qu'on voit sur l'image. En parallèle, d'ici effectivement cet horizon 2030, on va conforter la file G1, donc qui est en violet enfin mauve sur l'écran. Et donc tout ça va permettre voilà, un premier niveau de modernisation et de fiabilisation de la station. Et puis après, on va se projeter à un deuxième horizon qui sera l'horizon 2038, dans lequel, malgré des travaux de confortement, la file G1, donc construite dans les années 60-70, arrivera de toute façon à la fin de sa vie. Et donc il faudra construire une nouvelle file G6 qui prendra le relais de cette file G1 et qui surtout
prendra en compte les nouvelles exigences réglementaires, notamment celle de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines là, qui a été récemment adoptée par l'Union européenne et par la Commission européenne et qui va imposer dans quelques années de nouvelles normes de rejet, notamment en termes de phosphore et de micropolluants. Donc en résumé, voilà cette première tranche de travaux à horizon 2030, donc je vous le disais, des travaux de sauvegarde de G1, des travaux de construction d'une nouvelle file de G5, donc voilà, 5e G pour Ginestou et 5 pour le numéro de filière, avec des ambitions de traitement renforcées, donc notamment sur le paramètre alors, qui s'appelle NTK, qui est en gros le niveau de rejet de l'azote en Garonne. Donc on va diminuer on va augmenter finalement nos exigences de traitement sur l'azote. Je vous le disais, dès lors qu'on aura construit G5, on va pouvoir déconstruire la file G2 et à la place créer une unité de traitement du phosphore qui est une unité qui va être évolutive. On sait au travers des premières, on sait au travers de la DRU qu'on aura à traiter davantage le phosphore dans les prochaines années. On ne connaît pas encore ni les seuils ni les échéances très précisément, mais donc cette unité de traitement du phosphore, elle va nous permettre d'anticiper un certain nombre d'exigences qui vont venir dans les prochaines années. Et puis voilà, on n'en ai pas parlé, mais pour notamment les équipes qui travaillent sur site, l'occasion de cette première tranche de travaux sera l'occasion de faire un laboratoire qui sera moderne, dimensionné pour les besoins futurs. Et donc ça se permettra aussi aux équipes de travailler dans des conditions qui seront plus confortables et plus efficaces. L'horizon, voilà, deuxième tranche de travaux, je ne vais pas répéter ce que je vous indiquais, mais voilà, horizon plutôt 2038, on abandonne G1, mais préalablement on construit une nouvelle file G6 et en fonction des exigences qui seront définies dans les prochaines années en fonction de la transposition de la DRU2 en droit français. Donc, première échéance de travaux, donc horizon 2030, 2031. Donc on va avoir, on voit que là on est encore, entre guillemets, presque au début du projet, puisqu'on est en phase de consultation publique, d'autorisation environnementale. En parallèle, on est en phase de consultation des entreprises pour sélectionner le constructeur de cette file G5. Ça nous amènera à un début des travaux en début 2026 si effectivement voilà, tout s'enchaîne bien. Avec déjà à l'horizon fin 2027, c'est une exigence forte de la collectivité, avoir déjà une première phase de construction de G5 qui va nous permettre d'améliorer déjà nos capacités de traitement de l'azote. En 2028, une mise en service de G5 complète. Dès lors que G5 sera complètement opérationnel, on va pouvoir commencer à déconstruire G2 et donc on va avoir la place par la suite pour construire cette unité de traitement du phosphore. Donc voilà, on est sur un espace contraint, ce qui nécessite voilà, finalement de construire pour pouvoir déconstruire par la suite et donc on a une espèce de jeu de taquin sur ce site-là qui est assez complexe. Merci beaucoup, Monsieur Hennig, pour la présentation du projet dans sa dimension technique. Et comme je vous l'évoquais lors des différents propos introductifs, je vous propose de faire un petit focus sur la démarche de consultation publique dans laquelle s'inscrit ce projet. Donc nous le disions, la réunion publique de lancement a eu lieu en mars dernier et donc a lancé le départ de cette consultation à la date du 11 mars et donc va s'achever d'ici la semaine prochaine à la date précise du 13 juin. Comme le disait Monsieur Gendras dans ses propos, ainsi que Monsieur le Vice-président par rapport aux ambitions du projet et de la consultation, le premier des points, c'est bien évidemment d'être dans une logique de transparence totale autour du projet. Donc d'être dans le porté à connaissance vis-à-vis de la population dans tous les enjeux et les répercussions, les impacts qui peuvent être générés par la mise en œuvre du projet. Cela permet bien évidemment de recueillir l'avis du public, ce qu'on appelle des contributions, des avis, des questions et de pouvoir y répondre le cas échéant. On verra un petit peu plus loin ce que ça a donné en matière
matière de résultats sur cette phase de consultation. Et donc derrière l'identification, en tout cas l'enregistrement de ces contributions, ça nous permet d'identifier les points de préoccupation sur lesquels la maîtrise d'ouvrage par la suite peut être amenée à modifier, faire évoluer son projet pour aller dans le sens de l'intérêt général. Et de manière un petit peu plus réglementaire, cette phase de consultation, bien évidemment, elle s'inscrit, comme le disait M. Gendras, dans un cadre légal et réglementaire précis, ce qui nous amène donc à cette fameuse date du 13 juin pour cette période de consultation. De manière opérationnelle, ça s'est décliné de plusieurs manières. D'abord par l'organisation de réunions publiques, la réunion publique de lancement qui a eu lieu le 13 mars et la réunion publique de clôture qui a lieu ce jour au même endroit que la réunion publique de lancement. La consultation se produit également de manière digitale, de manière numérique, puisqu'il y a un site dédié à l'information et au recueil des contributions qui a été ouvert. Là encore, on verra par la suite ce que ça a pu donner en termes de résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et nous avons également toujours ces fameux registres papier qui sont disponibles dans différents endroits de la collectivité pour pouvoir continuer de contribuer, même si on n'est pas forcément à l'aise avec le digital. Du point de vue des résultats, donc je le disais, sur la réunion publique de lancement qui s'est passée le 13 mars dernier, nous avons eu un petit peu plus de monde qu'aujourd'hui, il faut le dire, avec un petit peu plus de 30 participants. Nous en avions 8 qui étaient à distance. Cela a surtout permis de générer 17 questions qui ont été posées et qui ont tout de suite trouvé réponse grâce aux différents intervenants qui constituaient le panel d'intervenants de cette réunion publique. Sur le volet digital, donc qui s'achèvera le 11 juin prochain, nous avons à ce jour récolté 12 contributions, donc 4 qui ont été envoyées par courrier, 8 qui ont été posées directement sur la plateforme, par courriel, pardon. Et donc à noter que, comme l'expliquait M. Gendras et M. Medina, d'ores et déjà, ces contributions ont déjà trouvé réponse et on va pouvoir rentrer dans l'analyse à la fois des questions et des réponses qui ont été apportées pour continuer de nourrir le projet. Donc du point de vue de l'analyse, quelque part, et des points saillants qui relèvent de cette phase de consultation, que peut-on relever? D'abord des questions vraiment liées au processus lui-même de consultation, le dispositif dans lequel on s'inscrit. On retrouve après beaucoup de questions relatives et on l'entend forcément par rapport à la nature du projet, on retrouve beaucoup de questions par rapport aux impacts du point de vue environnemental et sur les espaces naturels qui sont impactés de manière directe par le projet. Donc énormément de questions en lien avec cette thématique-là de l'environnement et de la nature. Enfin, des questions plutôt relatives au projet, de chantier en lui-même, de comment est-ce que la phase de chantier va avoir des répercussions sur l'environnement immédiat, sur les habitants du quartier. Des questions relatives vraiment au sujet de l'eau en lui-même par rapport à la consommation énergétique et future. Et enfin, peut-être en lien avec la phase chantier, plutôt le côté suivi, coordination et information relative à la mise en œuvre du chantier avant sa phase de fonctionnement plein. Évidemment, qui dit consultation et contribution dit parfois des avis, des réserves ou parfois des oppositions, des questions qui viennent un petit peu en frontal avec l'intérêt porté par le projet. Dans le cadre de notre consultation, on peut relever 3 thématiques différentes qui font l'objet de réserves ou d'opposition. D'abord, évidemment, ça fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, le procédé même de consultation, où on l'a vu parfois, a pu être partagé le sentiment que le projet était déjà ficelé, était déjà joué, que finalement la consultation n'avait pas d'intérêt. On verra après les différents éléments de réponse qui ont été apportés et qui peuvent encore permettre de nouveaux éclairages aujourd'hui. On a eu également des questions un petit peu plus techniques, notamment avec l'application du dispositif ZFE en lien avec le projet, où il pouvait y avoir une forme d'incompréhension ou d'incohérence avec l'application d'un dispositif d'un côté et la mise en œuvre d'un projet sur du moyen-long terme de l'autre. Et enfin, on retrouve des oppositions vraiment sur le projet en lui-même par rapport au chantier que cela impacte, que cela génère, et également sur la localisation sur le territoire de la métropole toulousaine. Il est intéressant de noter que dans cette phase de consultation, on retrouve évidemment des questions et aussi donc, des réserves, je viens de le dire, mais parfois des propositions alternatives, donc à noter que certaines ont été portées à notre connaissance, à savoir peut-être des alternatives qui ont été posées notamment en matière de politique de l'eau et sur sa tarification, pour venir un petit peu compléter le projet d'extension et de fiabilisation.
des suggestions qui ont été faites en matière de réutilisation des eaux grises, notamment dans le cadre des constructions neuves, et une proposition qui a été faite tout simplement de suspendre le projet et de le conditionner quelque part à d'abord des résultats préliminaires en matière de réduction de la consommation d'eau avant vraiment de rentrer dans une phase d'extension et de fiabilisation de cette usine-là. Et enfin, les contributions ont permis d'exprimer un certain nombre de soutiens au projet. D'abord, pour faire effet miroir avec les réserves et les oppositions posées tout à l'heure, une contribution notamment sur l'intérêt majeur qui est reconnu à ce projet-là, parce qu'il est juste indispensable par rapport à la dynamique démographique et par rapport à l'aspect technique et sécuritaire à venir sur cette usine actuellement. Et enfin, des arguments évidemment environnementaux où on était dans une logique de compréhension par rapport au fait que le projet a une dimension qui va permettre d'aller vers du mieux sur du court terme, moyen, long terme, notamment du point de vue environnemental. Et enfin, on a également enregistré certaines contributions plutôt positives du point de vue des impacts que cela peut avoir du point de vue de la sécurité de la station d'épuration en elle-même, puisque elle va en vieillissant et qu'il faut absolument la maintenir dans un niveau sécuritaire à la fois pour les personnes qui y travaillent, mais aussi pour la population, et aussi un besoin d'adaptation par rapport à la croissance démographique qui est constatée sur la métropole. Donc on le voit, les contributions permettent d'exprimer des avis positifs, des avis plutôt questionnants, des avis plutôt opposés. Et tout l'objet de cette consultation, c'est de pouvoir croiser les regards et d'apporter des éléments de réponse, de débat et d'argumentation pour aller vers un consensus qui satisfasse l'ensemble des parties prenantes. Donc ça, c'était pour le volet contribution et sollicitation du public, du citoyen, de l'habitant. Je vais repasser la parole à la maîtrise d'ouvrage pour nous faire un petit focus sur les avis qui ont pu être rendus par les parties prenantes institutionnelles dans le cadre de ce projet-là. Monsieur Hennig, si vous voulez bien nous en dire quelques mots. Merci. Alors, effectivement, particularité quand même de cette consultation, vous l'avez compris, c'est qu'elle est parallèle. En parallèle, on a la consultation du public et la consultation d'un certain nombre de parties prenantes officielles, donc les communes, mais aussi les services de l'État et les différents organismes publics qui sont obligatoirement concernés par ce type de projet. Donc, concernant les communes, 6 retours positifs, donc 5 sous forme de délibération, 1 sous forme de courrier. Donc voilà, n'appellent pas de remarques particulières, n'émettent pas de réserve ou n'émettent pas de conditions particulières à la réalisation de cette opération. Un peu plus structurant, donc on a l'autorisation environnementale. Donc l'autorisation environnementale, ce n'est pas un service de l'État à proprement parler, en tout cas ce n'est pas un service qui est dépendant de l'autorité préfectorale, donc on a un avis de la mission régionale de l'autorité environnementale, donc un certain nombre d'acteurs qui sont présents régionalement. Donc l'avis ne porte pas sur l'opportunité du projet, il porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur les modalités de prise en compte de l'environnement et sur la démarche finalement mise en œuvre par le maître d'ouvrage pour éviter les impacts, réduire les impacts une fois qu'on a évité et le cas échéant compenser. Et donc ça permet d'éclairer le public et de manière indépendante sur les impacts environnementaux du projet. Donc l'avis de l'autorité environnementale, il faut savoir qu'elle n'a pas émis de réserve particulière, elle n'a pas émis d'opposition, elle a émis simplement un certain nombre de recommandations pour nous inviter finalement à continuer à étudier un certain nombre d'impacts pour lesquels elle pouvait trouver que les justificatifs étaient, tels que présentés dans le dossier, soit insuffisamment argumentés, soit insuffisamment développés. Donc la mission régionale de l'autorité environnementale nous a recommandé de renforcer la prise en compte des effets du changement climatique et de ses conséquences sur la Garonne, que ce soit sur les crues ou notamment là, sur la sécheresse. D'évaluer les enjeux en termes de polluants, et notamment de micropolluants,
et de présenter un état des lieux des émissions sur le bassin versant de Ginestou. Donc ça se rapproche de la démarche recherche de substances dangereuses dans l'eau dont on avait parlé lors de la première réunion. Réaliser une étude des incidences hydrauliques du projet pour des crues d'intensité supérieure à la crue de référence qu'on avait prise en compte, qui est la crue de 1875, qui est donc la crue historique sur le bassin de la Garonne. Garantir une compensation totale de la perte de champ d'expansion de crue à long terme. Si vous avez lu le dossier, effectivement, le fait que l'extension se fasse en zone inondable nécessite finalement qu'on doive compenser les volumes qui vont être soustraits à l'expansion de la crue. Et donc ce que souhaite l'autorité environnementale, c'est que pour les différentes étapes du projet, vous l'avez compris, un projet avec une première étape à 2030, une deuxième étape à 2038, ben on s'assure bien que dans tous les cas, on s'engage à bien compenser tous les volumes et toutes les surfaces qui sont soustraites au champ d'expansion de crue. Ce que la mission a également souhaité en termes de recommandations, c'est qu'on puisse compléter la description des mesures compensatoires et qu'on puisse ainsi démontrer que le projet n'induit pas de perte nette de biodiversité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse présenter davantage les gains qu'on va avoir sur les sites de compensation pour montrer qu'ils vont finalement venir équilibrer la perte de biodiversité qu'on va avoir sur le site. Et puis, en phase d'exploitation, donc pas en phase chantier, la MRAE nous recommande de mettre en place des mesures acoustiques pour s'assurer de l'absence de nuisances, donc acoustique, pas forcément olfactive, en tout cas elle n'a pas pointé ce sujet-là, pour faire en sorte que voilà, ce nouveau projet n'induise pas de gêne acoustique pour les riverains. Autre avis, je vais dire très attendu de la part de la maîtrise d'ouvrage, donc c'est l'avis du Conseil national de protection de la nature. C'est cette institution-là qui finalement se prononce sur le volet espèces protégées du projet, notamment la demande de déroger à la destruction d'espèces protégées. Donc, un point fondamental de l'avis du CNPN, c'est qu'il reconnaît une raison impérative d'intérêt public majeur à ce projet. C'est-à-dire que c'est la condition sine qua non, on puisse déroger effectivement à la protection d'un certain nombre d'espèces et de leurs habitats. Et donc cet intérêt public majeur a été reconnu par le CNPN. Le CNPN a par ailleurs validé les solutions d'optimisation de traitement sur le site existant. Ah. J'ai fatigué le micro. Donc, ce que le CNPN a vu, au-delà même de l'intérêt majeur du projet, c'est que globalement, la solution d'extension sur place était globalement la moins impactante pour l'environnement plutôt que la création d'une autre station d'épuration à un autre endroit qui aurait induit des impacts au niveau de la création de la station en elle-même, mais aussi pour tous les tuyaux qu'il aurait fallu tirer pour acheminer les eaux usées jusqu'à cette future station d'épuration. Le CNPN donne un avis favorable à cette demande de dérogation sur la destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées, mais moyennant certaines conditions, des recommandations qui sont également exprimées, qui rejoignent en partie celle de l'autorité environnementale, notamment sur le fait de finaliser les mesures de réduction et de compensation sur le site, c'est-à-dire de donner un peu plus d'informations pour s'assurer effectivement que la compensation qui va être mise en place est bien équivalente à minima à la destruction des espaces qui seront nécessaires pour la construction du projet. Des recommandations aussi, alors on l'avait présenté et puis on va y revenir juste après. On vous avait donné les ordres de grandeur, donc des espaces qui seront détruits pour le projet, mais aussi du site de compensation. Donc on
on va acheter un site globalement qui va faire une trentaine d'hectares. Ce que nous demande le CNPN, c'est d'aller encore un petit peu plus loin dans la mesure du possible pour justement avoir un espace qui puisse prendre en compte la ripisylve, donc toute la rangée d'arbres et de végétation qu'il y a en bord de Garonne, pour avoir un espace qui présente une plus-value écologique encore plus importante. Bon. Dans l'idée de sécuriser aussi à long terme finalement la mise en œuvre de ces mesures et puis leur pérennité dans le temps, ce que nous demande le CNPN, c'est d'associer à la maîtrise foncière qui est engagée par la collectivité, c'est-à-dire qu'on va acheter ces 30 hectares. Le CNPN nous recommande en plus d'avoir ce qu'on appelle une ORE, donc une obligation réelle environnementale, donc qui va entre guillemets rajouter une couche de sécurité ou une couche de sanctuarisation finalement sur ce site-là pour éviter voilà, que dans 15 ans, 20 ans, finalement on oublie que ce site soit un site de compensation et que potentiellement on vienne détricoter ce qu'on aurait pu mettre en place. Et donc voilà, ça vient renforcer finalement la pérennité de nos mesures. Et puis voilà, ce qui est demandé, c'est de pouvoir rendre compte régulièrement de la réalité de nos mesures avec des suivis annuels. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose désormais de pouvoir en fait faire un point de convergence quelque part entre les enseignements qui sont sortis de cette phase de consultation, donc le public, la manière dont il a pu interagir, proposer et s'exprimer sur la nature du projet, et donc le confronter à ces enseignements relatifs plutôt aux avis qui ont été rendus par les parties prenantes institutionnelles. Et donc je vous propose de pouvoir en parler avec la maîtrise d'ouvrage de manière technique avec Julie Ducrot. Merci. Et donc pour ça, première question, on vient de le voir avec les différents avis qui ont été rendus par ces fameuses parties prenantes. Quelles sont les réponses que vous apportez aujourd'hui par rapport aux éléments techniques qui ont été portés à votre connaissance? Merci. Donc, concernant les avis que vient de présenter Julien relatifs à l'autorité environnementale et au Conseil national de protection pour la nature, voilà, ce qu'on peut aujourd'hui, les points sur lesquels on peut insister davantage, c'est une meilleure prise en compte du changement climatique, notamment sur le sujet baisse des débits de la Garonne. Ce que nous a demandé l'autorité environnementale, c'est de prendre des hypothèses plus dures que celles qu'on avait prises dans notre dossier concernant le débit d'étiage de la Garonne. Donc, on a refait des calculs, des simulations en considérant des débits plus faibles qui ont été envisagés dans le cadre de différentes études menées par d'autres structures, des structures qui gèrent notamment, qui suivent la Garonne. Et donc on a fait retourner des simulations pour mettre en évidence qu'une fois les 2 tranches réalisées, malgré un débit encore plus faible de la Garonne, on ne déclassait pas la Garonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a des classes de qualité en amont de notre jet. Et demain, ces classes, elles seront maintenues. Voilà. Avec les 2 tranches de travaux. Et on peut même mettre en évidence avec ces simulations qu'une fois la 2e tranche réalisée, maintenant qu'on connaît les obligations réglementaires de la nouvelle directive eaux résiduaires urbaines européenne, obligations qui n'étaient pas complètement définies lors du dépôt de notre dossier de demande d'autorisation. En faisant les calculs maintenant avec les données de cette nouvelle directive, on peut même affirmer que sur certains paramètres azote, une fois la 2e tranche de travaux construite, au moins jusqu'à l'horizon 2050, avec un débit très contraint de la Garonne, on améliorera le niveau, la concentration d'azote dans la Garonne, une fois les eaux de Ginestou rejetées. Sur le volet inondation, volet assez complexe, il faut savoir qu'on est protégé par la digue, donc l'inondation c'est en cas de rupture de digue.
les études hydrauliques qu'on a menées mettent en évidence que tranche 1, tranche 2 construite, l'impact hydraulique est faible, même en considérant aussi le projet du métro, le nouveau garage atelier de Daturas, pour la réalisation de ces études. Ces études, elles ont été réalisées sur la crue de référence 1875, comme Julien l'indiquait, qui est quand même une crue de référence à une occurrence de 400 ans. Normalement, ça ne doit pas arriver, on l'espère, hein, souvent. Mais néanmoins, elle est prise en considération. On a aussi vérifié par le calcul la capacité de rejeter les eaux usées traitées de la station en cas de crue avec deux émissaires possibles. Et sur les installations proprement dites, pour être sûr d'assurer la continuité de service, le traitement des eaux usées en cas d'inondation, donc crue et rupture de digue, nous avons positionné tous les nouveaux ouvrages au-dessus de la cote des plus hautes eaux définies au plan risque inondation. Concernant les sujets liés aux micropolluants et aux résidus médicamenteux, donc comme Julien l'a indiqué également tout à l'heure, donc il y a tous les projets réglementaires en cours de suivi, d'analyse de certains de ces micropolluants via la démarche RSDE. Et donc dans cette démarche, on lance des études de diagnostic amont, de recherche à la source des producteurs de micropolluants pour essayer d'aller vers une réduction. Ce qu'on peut préciser en plus par rapport à ce qu'on a dit à la première réunion publique, c'est qu'on a aujourd'hui mené davantage d'analyses sur les micropolluants et notamment d'autres micropolluants, parce qu'en fait, la réglementation actuelle, RSDE, ou la réglementation future directive aux résiduaires urbaines ne cible pas les mêmes molécules. Donc les molécules identifiées dans la nouvelle DERU et qui d'ailleurs ont été identifiées par un contributeur qui évoque les micropolluants aujourd'hui recherchés en Suisse et traités en Suisse. Donc les micropolluants qui sont listés, fléchés par la DERU sont ceux qui sont actuellement listés et traités en Suisse. Donc on a analysé, on a lancé plusieurs analyses de ces micropolluants pour anticiper justement le dimensionnement d'un traitement de ces molécules. Et donc on vous confirme aujourd'hui que la deuxième tranche de travaux, elle intégrera un traitement des micropolluants sur l'usine de Ginestou. Concernant les mesures en faveur de la biodiversité, donc le site La Gravière de 34 hectares, donc, qui est actuellement en cours d'acquisition foncière pour assurer la compensation réglementaire. Depuis plusieurs mois, l'écologue qu'on a missionné pour nous accompagner sur les sujets biodiversité Ecotone est en train de réaliser des inventaires sur ce site, justement pour définir le plan de gestion à mettre en œuvre pour aider les espèces à se réimplanter sur cette nouvelle espace. Donc les diagnostics avançant, les mesures sont de plus en plus précises, donc on apporte des éléments, on apportera dans la note complémentaire qu'on va bientôt déposer, des éléments complémentaires sur la partie biodiversité, et en tout cas un engagement ferme qui est déjà dans le dossier, que pour les parties déboisement et défrichement, on respectera clairement les impositions je ne vais pas dire réglementaires, les impositions liées à la nature, et pour éviter tout risque par rapport aux espèces animales, les arbres anciens majestueux seront déboisés en octobre-novembre, et la partie plus friche sera traitée pendant l'hiver, avant les travaux, pour avoir un site prêt pour les travaux, mais dans des conditions les meilleures possibles pour que les espèces ne reviennent pas s'installer et trouvent ailleurs où s'installer et se préparer pour la saison suivante. Et en termes donc de mesures compensatoires, vraiment, on va dire
plantation d'arbres, on en reparlera, mais on vous confirme, et on rediscutera de ce sujet, à savoir les mesures complémentaires dans le quartier. Voilà. On est bien conscient que la gravière de Beauzelle, ce sont les mesures compensatoires réglementaires, s'il nous faut trouver plus de 15 hectares. Et nous sommes conscients également des attentes et tout à fait légitimes de mesures dans les quartiers proches de plantations d'arbres. Merci beaucoup pour ces compléments d'information qui traduisent vos engagements en lien avec les différents avis qui ont été rendus par les parties prenantes institutionnelles. Pour ouvrir une deuxième question sur le sujet un petit peu de cette phase de consultation et de concertation, que pouvez-vous répondre à ces contributions qui évoquaient le fait que finalement le projet était déjà ficelé, décidé, validé et que rien n'allait bouger dans sa version initiale? Alors, il est vrai que sur l'implantation du projet, le projet tel qu'on l'a étudié et imaginé, depuis le début, il se fait sur le site. Comme l'a précisé Julien, le CNPN et l'autorité environnementale ont reconnu également que cette extension, elle était pertinente sur le site pour des raisons assez évidentes et j'espère compréhensible, à savoir qu'aujourd'hui, les énormes réseaux qui sont dans nos sous-sols toulousains et métropolitains, ils arrivent sur la station d'épuration, ils repartent de la station d'épuration pour aller vers la Garonne. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont mutualisés, notamment tout le traitement des boues. L'incinérateur, il est à Ginestou, la méthanisation des boues, elle est à Ginestou, et ces ouvrages vont permettre de traiter les boues de la nouvelle filière. Le site de 20 hectares, c'est une propriété de la métropole et donc le foncier est maîtrisé. Les documents d'urbanisme nous autorisent à réaliser nos ouvrages de traitement des eaux sur cette zone. Voilà, c'est autant d'éléments qui justifient qu'on n'ait pas pu et qu'on n'ait pas étudié davantage une solution d'extension ailleurs que sur Ginestou. Après, tous les autres paramètres, donc les paramètres environnementaux, les sujets de nuisance, enfin voilà, tous ces sujets, c'est les sujets liés à la concertation, la consultation sur lesquels on échange avec vous autant que possible depuis le début. Et donc, on rappelle ici qu'on a lancé une concertation publique dès l'année dernière, préalablement à la consultation publique, pour justement prendre en compte les premiers retours que vous pouviez nous formuler sur ce projet qui, alors, n'était pas finalisé pour toute sa partie dossier de demande d'autorisation ou pour sa partie construction travaux. Merci beaucoup. Il y avait un point spécifique qui était relevé dans le cadre de la consultation sur, même si on pourrait mettre de côté uniquement le dispositif ZFE, mais ce côté adéquation entre la politique nationale en matière de réduction des gaz à effet de serre et le projet en lui-même d'extension et de fiabilisation de la station d'épuration. Comment est-ce que vous prenez en compte les recommandations qui ont été faites pour allier les deux? Alors en effet, l'objet n'est pas complètement le sujet ZFE qui, de toute façon, depuis la contribution, a fait pas mal parler de lui la semaine dernière. A priori, il n'y aura pas forcément de zone à faible émission à Toulouse. Mais néanmoins, nous, les émissions, on n'a pas besoin de la zone à faible émission pour s'en préoccuper. Les gaz à effet de serre qui génèrent des émissions nous importe énormément puisque le bilan carbone de notre installation, qu'elle soit en exploitation ou en construction pour les futurs travaux, nous importe. Donc c'est pour ça qu'on a demandé l'élaboration de bilan carbone prévisionnel, que ce soit en exploitation ou en construction, dans le cadre de la consultation publique. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y aura un recours de matériaux bas carbone dans le cadre du chantier pour construire cette nouvelle file de traitement qui est G5 et les ouvrages associés. On est parti avec un partenaire du réemploi, c'est-à-dire de l'économie circulaire qui nous accompagne pour la partie des ouvrages qu'on déconstruit, pour déconstruire et non démolir et essayer tant que possible de réutiliser des matériaux, et également pour la construction
essayer tant que possible aussi de réemployer des matériaux issus d'autres déconstructions du domaine, du monde des travaux publics. Pour limiter les gaz à effet de serre également, on a tous les sujets récupération d'énergie, de l'incinérateur, production de biogaz et donc de biométhane issu de la méthanisation. Bon, les travaux et la nouvelle filière vont nous permettre d'améliorer les performances de la méthanisation. Et sur le sujet gaz à effet de serre, les arbres encore, ils sont très importants parce qu'ils sont vraiment là pour la qualité de vie, et on sait qu'ils l'améliorent notamment du fait de leur absorption du CO2. Et petit rappel, on a tant que possible aussi intégré les panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques sur les toitures qui permettent d'en accepter sur nos nouveaux ouvrages. Voilà pour les engagements liés aux émissions de gaz, on va dire, liées à ce projet. Merci. Sur la phase... Il y a des compléments? Ouais. Non, pour passer le relais. Très bien. Bonjour, Christophe Tancré, cabinet Merlin. Enchanté. Sur la phase notamment travaux, que ce soit sur la phase travaux ou sur la phase fonctionnement, quelle réponse pouvez-vous apporter aux inquiétudes, aux contributions qui ont été portées en matière d'impact, de nuisances générées par le projet? Alors, ce sont des dispositions qui sont prises dès la conception, dès l'initialisation du projet, d'inscrire dans les objectifs principaux la réduction des nuisances. Cette réduction des nuisances, alors, elle s'inscrit aussi dans une continuité, une démarche qui a déjà été initiée sur Ginestou dès les précédentes phases de travaux, dans un objectif d'amélioration permanent au long de la vie des ouvrages, qui vont passer par des exigences fortes en termes de traitement des odeurs sur les nouveaux ouvrages. Donc ça veut dire confiner les ouvrages, les capoter à la source et extraire et traiter l'air qui peut être vicié, qui en est extrait. C'est passé également par la création assez récente de l'unité de méthanisation, et l'arrêt de la méthanisation de la production d'énergie. Elle permet une forme d'hygiénisation, de réduction de la nuisance primaire olfactive des boues, et surtout d'un arrêt de la compostière des boues qui était effectivement assez prégnante. La poursuite du plan zéro odeur, et puis l'animation d'un jury citoyen donné. Également en parallèle, mis en place une procédure d'alerte des riverains en cas de travaux, en cas de disposition, d'intervention sur les ouvrages existants qui est susceptible d'engendrer des odeurs. Donc, je passe oui, c'est toi qui as la zapette. En termes de réduction de nuisances sur le nouveau projet, déjà il va y avoir la phase travaux. Donc qui va nécessiter beaucoup de mouvements de chantier. Les engagements sont assez clairs sur un respect des horaires de chantier, sur une tranche 7h-19h. Un plan de circulation adapté aux différentes phases de chantier, donc avec une gestion qui tient compte des flux de circulation existants, et avec la mise en place de mesures préventives pour limiter les rejets atmosphériques. Donc, c'est-à-dire des systèmes d'arrosage qui permettent d'éviter les émissions de poussière, des systèmes qui permettent de laver les roues des camions pour éviter la propagation de terre sur les voiries, voilà, pour limiter au maximum ces nuisances. En phase d'exploitation, donc la maîtrise des nuisances sonores, elle sera pour le coup totale parce qu'on vient déjà en remplaçant G2, on vient remplacer une partie des fils de traitement qui est aujourd'hui des ouvrages pour partie extensive, pour partie en extérieur, par des ouvrages qui vont être confinés en intérieur. Donc on va avoir un capotage et une intégration des éléments les plus bruyants dans des locaux qui disposent d'une isolation anti-bruit. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propagation sur l'extérieur. Et avec en complément, pour en attester, une mesure de suivi des émergences sonores en limite de propriété. La maîtrise des nuisances olfactives, donc elle va passer par la mise en place, au-delà de la conception initiale des ouvrages qui permet de confiner les étapes et qui sont susceptibles de générer des nuisances olfactives, elle va passer par la mise en place de nouvelles désodorisations. Donc ça veut dire qu'on va capter l'air vicié et l'envoyer sur des nouvelles unités de traitement. Ce que j'ai déjà dit, donc les éléments les plus odorants sont placés dans des bâtiments et toujours avec le maintien des procédures de remontée des éventuelles plaintes qu'il peut y avoir. Donc qui permet de détecter s'il y a un manque au niveau de l'exploitation, un dispositif, un dysfonctionnement, ça permet de détecter et de réagir le plus vite possible.
Merci beaucoup pour ces éléments de réponse par rapport aux nuisances générées par le chantier et par l'exploitation de l'usine. Tout à l'heure, nous évoquions le sujet très spécifique et particulier des mesures compensatoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à celles qui ont déjà été décidées, celles qui ne sont pas forcément encore validées, qui sont en phase de discussion, ou celles justement qui attendent une validation pour être définitivement intégrées au projet? Donc, comme je l'ai exposé tout à l'heure, donc nous sommes en cours d'acquisition foncière du site qu'on devine sur l'écran, donc rive droite de la Garonne. On est sur la commune de Beauzelle, en face de Beauzelle. Ça appartient à la commune de Beauzelle, mais on longe la commune de Fenouillet. Donc cette ancienne gravière, aujourd'hui, elle est laissée à l'abandon. Et donc l'objectif de notre compensation est de l'entretenir, de la gérer, de supprimer les espèces envahissantes qu'on peut trouver sur ce type de site quand il n'est pas géré, pour que les espèces protégées puissent s'y installer. Et il y a un volet un petit peu pédagogique qu'on souhaite mettre en œuvre aussi, en maîtrisant un petit peu plus le flux humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un site sur lequel on peut avoir des promeneurs, du public, mais de façon désordonnée. L'idée, la volonté est de créer quelque chose de plus pédagogique, de mieux maîtriser pour d'un côté et présenter à la population, au public, les compensations mises en œuvre, mais surtout laisser une tranquillité. Il faut pouvoir maîtriser ce site pour que les espèces qu'on souhaite développer, se voir réinstaller, puissent être tranquilles et isolées. L'objectif en termes calendaires, c'est une validation de la vente de ce terrain au Conseil métropolitain d'octobre 2025. À ce Conseil métropolitain, nous prévoyons aussi de présenter de valider le principe d'ORE évoqué tout à l'heure, donc l'obligation réelle environnementale que nous a suggéré de mettre en place le Conseil de protection de la nature. Afin de protéger, sécuriser, flécher ce site. C'est-à-dire qu'après, il sera marqué officiellement chez le notaire comme espace de compensation. Ça, c'était pour le volet obligation réglementaire. Pour le volet compensation complémentaire, donc on continue à chercher depuis la concertation préalable des sites sur lesquels planter des arbres. Donc aujourd'hui, on en a identifié 3 qui sont validés, pour lesquels on nous a autorisé à planter des arbres. C'est des zones dont on peut prendre connaissance, vous pouvez en prendre connaissance sur la carte. C'est des espaces qui sont gérés aujourd'hui par la DIRSO en bord d'autoroute, enfin périphérique et de rocade, et où on a quand même un potentiel de 7500 m² d'espace à reboiser, dont une partie qui peut être rendue accessible. Voilà, donc on va travailler sur ces projets, mais d'ores et déjà, on a une validation, un accord pour améliorer, planter des arbres, redynamiser ces zones. Par ailleurs, nous avons rencontré donc, le comité de quartier des Sept-Deniers, Monsieur Hennick, a pu échanger avec vous. Il a été proposé, non, du coup, c'est pas cette carte. Il a été proposé du coup de nouveaux périmètres qui sont actuellement en cours d'étude. Voilà, parce que c'est pas des sujets simples. Julien, je sais pas si tu veux ajouter. Alors voilà, il y avait 3 sites qui avaient été évoqués, alors voilà, sauf à les avoir mal répertoriés géographiquement, mais voilà, le site de la digue au niveau du golfe de Garonne, voilà, comme je le pressentais, c'est assez compliqué de planter sur une digue. Voilà, c'est même proscrit au vu du type de digue, donc voilà, nos collègues des ouvrages d'art ont émis un avis négatif sur ces plantations-là. Sur la zone au niveau du port de l'embouchure. Donc là, on est sur une zone qui, pour le moment, d'un point de vue du PLU, n'est pas prévue pour abriter un espace vert. Mais bon,
priori, il y a une part, je pense que c'est une zone qui est constructible à cet endroit-là. Et donc c'est vrai que, bon, à ce stade-là, bon, je ne veux pas dire que l'idée est complètement abandonnée, mais pour le moment, voilà, je n'ai pas de confirmation possible de pouvoir planter à cet endroit-là, étant donné le caractère constructible de cette zone. En revanche, les bords de champs au niveau de la route de Blagnac font partie, voilà, des zones qu'on a travaillé avec nos collègues de la régie agricole et qui ne sont pas opposés à ce qu'on puisse voilà, densifier des plantations autour des champs. Alors, pas forcément partout, parce que ce champ, ils ont besoin de l'exploiter, et donc ils ne souhaitent pas forcément réduire à des zones sur lesquelles il n'y a pas de plantation, ils ne souhaitent pas forcément réduire la capacité finalement de production du champ. Mais sur des sites, enfin sur les endroits où on le voit, où on a déjà en fait des plantations, on pourrait venir finalement les densifier, les renforcer. Et donc voilà, là aussi c'est un site qui peut venir en complément des sites 2 et 3 là qu'on a vu précédemment. Je ne sais pas si on l'a dit, mais le site 1 voilà, qui avait été évoqué, c'est un site qui aurait pu paraître séduisant, mais finalement qui présente une valeur écologique aujourd'hui qui est déjà assez importante. C'est-à-dire que déplace le site 1 qui est juste au nord finalement de l'espace boisé, qui nous paraissait être un espace très intéressant. Finalement il est tellement intéressant qu'il y a déjà, après avoir fait passer un écologue, il y a déjà finalement un certain nombre d'espèces et la présence d'espèces qui sont intéressantes. Et donc finalement intervenir pour venir planter, finalement risque de perturber davantage le milieu que de le laisser comme ça. Contrairement aux sites 2 et 3 qui sont des sites sur lesquels effectivement l'écologue a pu confirmer que bon, il n'y avait pas d'intérêt écologique actuel intéressant, et donc on pouvait envisager finalement un projet de plantation. Avec sur le 2, dans la mesure où il est en bordure de voirie, accessible, potentiellement on peut imaginer voilà, qu'il y ait une petite partie qui soit accessible au public et donc avec une fonction entre guillemets récréative. Merci beaucoup pour ces précisions. Enfin, dernière question, que prévoyez-vous pour maintenir le dialogue avec la population, avec les habitants en lien avec le projet, même si on arrive en phase terminale concernant cette consultation? Donc pour faire suite à cette demande qui avait été formulée lors de la précédente réunion publique, aujourd'hui nous pouvons vous confirmer notre engagement de créer un comité de suivi du chantier avec les riverains volontaires pour échanger sur le chantier, comment il est perçu, les améliorations qu'on pourrait apporter, les désagréments ressentis. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de le mettre en place au début du chantier et de valider à la réunion de lancement, au premier échange, en fait, une fréquence, une occurrence pertinente de ce comité de suivi de chantier. Est-ce que ce sera une fois tous les 6 mois, plus fréquemment? Voilà, à discuter entre nous. Le dialogue est complètement ouvert. Des visites de chantier pourront ponctuellement aussi être envisagées. En petit comité, ça se fait. On prévoit de communiquer sur les réseaux sociaux, sur les différents supports, sites internet, sur l'avancement du chantier. Ce qui peut être envisagé, c'est des time-lapse où on voit comment le chantier grandit dans le temps, diverses communications. Et en cas de nuisances identifiées par l'équipe chantier, l'équipe maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre ou par le comité de suivi du chantier. Dans ces cas-là, si vraiment il y a un sujet à partager, on fera une communication particulière liée à ce risque de nuisance. Merci beaucoup pour ce dernier éclairage en lien avec les différents enseignements que l'on peut tirer de cette phase de consultation. Petit complément d'information. Petit complément par rapport à la parcelle des ponts jumeaux. Donc je disais, voilà, actuellement c'est une parcelle constructible. Mais voilà, je voulais aussi préciser que le devenir n'est pas figé, dans la mesure où cette parcelle-là fait partie d'un secteur d'études qui est, vous le savez, assez vaste autour des stations de métro. Et donc il y a actuellement des études urbaines qui sont conduites autour de chacune des stations de métro. Donc, il y a une station de métro un peu plus au nord, la station Boulevard de Suisse. Et donc il y a des études urbaines qui font elles aussi l'objet de concertation et de discussions, notamment je pense avec le comité de quartier. Et donc c'est aussi à l'occasion de ces études urbaines qu'on peut interroger, que vous pourrez réinterroger la métropole sur le
devenir de cette parcelle. Mais voilà, pour le moment, c'est un espace constructible. Ça ne veut pas dire qu'il va être construit, mais voilà, il y a des études qui permettront, en lien avec vous, de définir finalement l'avenir de ce secteur urbain en lien avec l'arrivée de la station de métro et précisément le devenir de cette parcelle. Merci pour le complément d'information, Monsieur Hennick. Et donc ce que je vous propose désormais, c'est d'ouvrir un temps d'échange, puisque donc, nous l'avons vu, il y a des enseignements qui sont tirés de cette phase de consultation, des éclairages complémentaires viennent de vous être apportés, nous être apportés. Donc nous ouvrons un chapitre aussi long que vous le souhaitez pour pouvoir poser de nouvelles questions, de nouveaux avis, ou en tout cas avoir des réactions par rapport à ce qui vient de vous être proposé. Je reprécise à nouveau que ce temps est retranscrit en live, donc nous avons des personnes à distance qui peuvent nous envoyer des questions en envoyant un SMS au numéro qui apparaît en bas de leur écran. Et pour vous ici dans la salle, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous manifester, je vous amènerai le micro et je vous inviterai à bien attendre le micro pour que tout le monde puisse bien entendre et qu'ensuite on puisse vous apporter des éléments de réponse. Donc y a-t-il des questions dans la salle par rapport à ce qui vient de nous être présenté sur un point en particulier ou un autre? Oui, madame. Nous vous écoutons. Moi, j'ai une question qui me chagrine de voir que la mairie de Toulouse, la commune de Toulouse, n'a pas donné d'appréciation sur ce projet. Donc il semblerait qu'il y ait une confusion, pour moi je le sens comme ça, entre la commune et l'agglo. Donc je pense qu'il serait normal que la commune, en tant que telle, se étudie avec son conseil municipal ou autre et donne son appréciation en tant que commune. Merci beaucoup. Des éléments de réponse? Oui. Alors, je suis agent de Toulouse Métropole, mais pour autant la collectivité voilà, et regroupe la ville de Toulouse. Donc c'est uniquement, enfin il n'y a pas de difficulté politique et de soutien de la ville de Toulouse à ce projet-là. C'est uniquement une question de calendrier. Il faut que, et c'était le cas pour d'autres communes, il faut qu'il puisse y avoir un conseil municipal qui permette à la ville de Toulouse de délibérer dans le temps qui est imparti pour pouvoir, dans les 2 mois de sollicitation des services de l'État. Le fait est qu'il n'y avait pas de conseil municipal dans cette période-là, ce qui fait que ça a empêché finalement la ville de Toulouse de délibérer. Donc ce n'est pas une volonté manifeste de s'opposer ou en tout cas de ne pas réagir sur le projet, c'est uniquement des questions de calendrier. Et bon, je pense que l'idée n'était pas de réunir un conseil municipal spécial pour pouvoir donner un avis sur ce projet-là, en sachant que s'il n'y a pas d'avis, voilà, ça manifeste effectivement qu'il n'y a aussi pas d'opposition. C'est tacitement le sens qui est donné à l'absence d'avis des communes. Donc voilà, n'y voyez pas une opposition, entre guillemets, tacite de la ville de Toulouse. Au contraire, c'est uniquement voilà, plutôt un avis favorable tacite et une question de calendrier qui a empêché la ville de délibérer. Merci pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Marcel Martin, je représente le collectif contre le plan Jeunesse Toulouse 2000 dont les comités de quartier des Minimes, Jeunesse Toulouse-Séquières, Pont-Jumeau, Amidonier et Sept-Deniers en font partie. Et je représente aussi le comité de quartier des Sept-Deniers cet après-midi. Avant de prendre la parole, merci d'abord de me la donner pour me présenter, mais comme il y a des personnes qui ne sont pas membres associatifs ou individuels, je préfère qu'on donne la parole dans un premier temps à ces personnes qui ont fait l'effort de venir. Et après, je vous demanderai de me redonner la parole pour vous faire part de nos avis et remarques. C'est noté. Merci beaucoup. Et je reviendrai vers vous s'il y a d'autres questions entre-temps. Est-ce qu'il y a des remarques, des avis? Ça peut aussi être uniquement des partages de ressentis, d'avis, sans forcément avoir une question particulière. Alors je crois que je vais vous repasser le micro, puisqu'a priori, c'est à votre tour. On va attaquer, allez. Allez-y. Bien. Après étude d'un dossier qui est quand même compliqué, nous aurions souhaité d'avoir 1 mois de plus pour pouvoir mieux travailler ce dossier. À la lecture des documents qui nous ont été fournis, nous avons relevé un certain nombre on va vous faire part de remarques que nous avons relevées. Concernant par exemple
l'inondabilité de la zone. Alors, je vous fais grâce, je ne vais pas vous rappeler les cas que nous avons relevés, qui sont par exemple l'usine, la centrale, l'inondation concernant la centrale nucléaire du Blayais, à côté de Bordeaux, et la tempête Xynthia, qui était justement, alors lui, qui a eu des conséquences sur une station d'épuration. Mais nous avons remarqué que sur le dossier que l'on nous a fourni, si vous voulez, nous avons, vis-à-vis des risques d'inondation et d'extension de fiabilisation, nous avons relevé qu'il manquait des scénarios. Ces scénarios se trouvent dans des sites de prévention des inondations de Toulouse Métropole. Je les énumère. Scénario fréquent, crue forte, type juin 2000 ou janvier 2022 sur la Garonne. Période de retour 20 ans. Scénario moyen, crue exceptionnelle de type juin 1875, période de retour de l'ordre de 350 ans, débit 7500 mètres cubes. Et enfin, le scénario extrême, crue extrême, non observé de mémoire de Toulousains, qui amènerait le débit à 10 000 mètres cubes par seconde. Si on regarde ce qui s'est passé autour de la station, et en particulier sur la station de métro du stade toulousain Sept-Deniers, le TCO a pris toutes les mesures, y compris pour ce troisième scénario extrême, et donc la station des Sept-Deniers, les installations sensibles électriques de cette station seront rehaussées au-dessus de la côte de la crue extrême à cet endroit. Tout dispositif situé en dessous de cette côte extrême sera construit et protégé par des portes et dispositifs étanches. Or, pour l'atelier de remisage du métro, cette situation-là n'a pas été reconduite. Il y a eu une reconduite qui a été, je ne dis pas approximative, mais qui rentre dans la situation moyenne. Donc pour ce dossier d'extension de la station d'épuration, le programme de travaux objet présent du dossier dans la demande d'autorisation comprend la création de la file G5, la mise à l'arrêt G2, scénario C, et la mise en œuvre dans un second temps d'un traitement complémentaire. Je vous prie de m'excuser, mais je lis parce que c'est frais et donc je n'ai pas ça en mémoire de manière parfaite. Allez-y, allez-y. On voit bien que l'étude d'impact ignore les 3 scénarios, alors qu'il devrait permettre d'analyser les impacts dus à l'inondation pour les scénarios connus et motiver les choix. Ces nouvelles données de crues extrêmes sont très importantes. Elles sont partagées par l'État et les collectivités et sont publiques, comme le constate la MRAE dans son dossier et son avis. L'étude d'impact s'intéresse au seul scénario moyen, qui est le scénario réglementaire dans les PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, de l'État, et c'est insuffisant. Dans ces conditions, nous attirons votre attention, le maître d'ouvrage en particulier, qu'il réalise une véritable étude hydraulique et non celle de TICO, qui est approximative pour nous, je ne dirais pas bricolée, mais adaptée. Qu'il analyse le risque d'inondation vis-à-vis de ces installations existantes et des installations projetées au vu des 2 scénarios moyens et extrêmes. Les hauteurs d'eau modélisées devraient pouvoir être comparées aux cotes projet des bâtiments et celles des installations sensibles, électriques, moteurs, produits chimiques. Enfin, pour nous, le dossier devrait pouvoir répondre aux questions suivantes. À quelle cote NGF se situent les installations existantes et sont-elles hors d'eau dans les 2 scénarios? Lesquelles sont impactées par le risque d'inondation actuellement? À quelle cote NGF se situent les installations projetées, hauteur plancher, hauteur plafond en particulier? Même analyse pour les machines électriques et produits sensibles
aux inondations. Seront-ils hors d'eau dans les 2 scénarios? Si ce n'est pas le cas, justification économique de la solution retenue, analyse coût-bénéfice, et quelle modalité de fonctionnement de la station d'épuration dans cette configuration dégradée. Enfin, faut-il envisager, comme pour la station d'épuration de La Rochelle, que je ne vous ai pas rappelé, une digue de 2e rang capable de rendre le site hors d'eau, même en cas de rupture et dépassement de digue dentaire, au prairies en bordure de Garonne. C'est celle qui a été construite en terre et qui suit le long du... Oui. Enfin, concernant l'inondabilité, pardon, excusez-moi. Dans ce dernier point, nous avons attiré l'attention, dans le cadre du comité de quartier, que l'autoroute A621, qui se situe juste en amont de la station de Ginestous, constitue un frein à l'écoulement du champ d'expansion de la crue venant des 7 deniers. L'étude indique que les ouvrages de transparence hydraulique de l'autoroute sont apparemment insuffisamment dimensionnés, ce qui provoquerait une remontée du niveau d'eau en amont dans le quartier des 7 deniers. Nous avons donc signalé cette anomalie lors d'une réunion au Salozette. Si cela était avéré et que l'État doit se mettre en conformité, les cotes de référence moyennes et extrêmes seraient possiblement revues à la hausse, avec des conséquences possibles pour ce projet de station d'épuration. Alors, d'une manière générale, le collectif est bien entendu pour l'évolution de la station d'épuration. Nous l'avons montré donc nous depuis l'année 2000 jusqu'à l'année dernière, et les actions que nous avons vues, que vous avez énumérées, telles que par exemple la protection contre les odeurs, puisque à l'origine notre collectif a été initialisé, s'est créé à la suite des odeurs nauséabondes qu'il y avait dans le quartier des 7 deniers, mais aussi au Minime, au Pont-Jumeau et autres. On ne pouvait plus boire l'apéritif dans l'eau jardin. Ceci a été fait grâce à une opération qui a coûté quand même 6 millions d'euros et qui, dans le dossier, est appelée à être poursuivie dans le cadre de G5, G6. Donc nous, si vous voulez, nous sommes bien entendu partisans de cette évolution qui est absolument nécessaire pour la protection de l'eau et des rejets en Garonne. Nous attirons aussi le fait que, par exemple, si l'on parle de la Garonne, il y a quand même une baisse du niveau de l'eau et qui, d'après les informations qui circulent et que nous sommes bien entendu vigilants à lire et à comprendre, il y aura une perte très importante en 2050. L'étiage serait, selon certaines simulations, de plus de 50%. Donc nous sommes inquiets pour ça. Ça nous interpelle. Et dans le dossier, si vous voulez, nous n'avons pas trouvé d'éléments qui nous permettent d'être optimistes, même si par le fait, nous le sommes, puisque nous participons à la commission de surveillance des sites de Ginestous et que nous sommes très vigilants sur ces aspects-là. Enfin, le fait qu'il y ait une diminution de la consommation d'eau, le traitement des effluents entrant à la station vont aussi baisser. Et on s'en rend compte parce que dans le dossier, on parle de 125 000 mètres cubes jour. La station a une capacité de 160 000 mètres cubes jour. Et nous avons constaté, au fil du temps, bien entendu, que lorsqu'il pleuvait, il y avait un afflux important à la station qui passait facilement, parfois, au-dessus des 160 000 mètres cubes jour prévus par l'arrêté préfectoral en vigueur. Donc on dit 125 000, alors que l'on est à 110 000, en gros, à ce jour, en mi-2023, je pourrais vous donner les chiffres,
qui sont le résultat des RPQS que l'on reçoit dans le cadre des commissions consultatives des services publics locaux. Enfin, concernant les micropolluants, les PFAS et autres, nous, dans le cadre de l'enquête de la consultation de 2024, nous avions mis en avant qu'il fallait s'intéresser au-delà et anticiper au-delà des directives européennes, car nous avons aussi la possibilité, en tant qu'État et donc collectivités et autres, de pouvoir avancer dans le cadre du G5, par exemple, l'application du traitement des PFAS, micropolluants, produits médicamenteux et autres polluants, car ils sont nombreux. Ils n'ont pas toute la même importance et le même niveau, je vous l'accorde. Il n'empêche que nous avions dit en 2024 qu'il fallait que G5 soit déjà anticipe cette opération-là, au lieu d'attendre G6. Parce que G6, ça nous rapporte quand même à 2038, vous imaginez. Entre-temps, ça fait quand même... elle va s'arrêter, enfin, elle va être terminée, alors je n'ai plus en tête, là, 2026, c'est le début, ça va se finir en 2028 ou 2030. Voilà, 2030, je crois. Hein. Dans la programmation, il me semble que c'est 2030. Voilà, 2030, voilà, 2030, voilà, construction. Bon, 2028, la mise en service de G5. Et nous, on pensait qu'en 2028, on pourrait, je dirais même, on devrait, parce que cette opération, nous la souhaitons exemplaire. C'est-à-dire que Toulouse montre qu'on est capable de faire des choses que les autres ne font pas. Et dans ce cas-là, nous on dit, travailler sur les micropolluants, les produits médicamenteux, dans le cadre du projet G5, déjà, ou commencer à les préparer, ça serait une très bonne chose. Et après, en G6, finaliser et améliorer encore, puisque bon, ça se rapporte 7 ans après quand même. Donc l'évolution de la technique, des recherches et autres peut nous amener à avoir des progrès encore plus importants et qui sont essentiels pour la préservation de la ressource en eau. Ça, c'est éminemment important. Enfin, je voudrais intervenir sur un troisième laissez-moi... Lorsqu'on a lu l'ensemble des dossiers mis à notre disposition, on a cru comprendre que on parlait de G5 et de G6 au début, et puis après G6, bon, il est non pas mis de côté, mais on n'en parle presque pas, ou plus du tout beaucoup. On nous dit qu'il va y avoir des éléments qui vont être faits, etc. etc. On se projette, si vous voulez, sur ce qui éventuellement va arriver. Ce qui est tout à fait normal dans un projet comme ça qui se passe sur plus de 10 ans, quoi. Hein. Et donc, cette cohérence-là, parce que on a regardé les textes de loi, et la loi environnement dit que quand il y a un projet de ce type, on parle de G5 et de G6. Ben, il faut qu'on ait, pour l'ensemble du projet, la même importance, la même intense démonstration et étude sur ce projet. Ça, c'était le troisième point. Et enfin, sur le reboisement, M. Hennick a eu la gentillesse de nous réunir, on a échangé, et il me semble que la situation des 30 hectares à fenouiller, etc., est validée. Alors j'ai vu qu'il y avait un terme très barbare, le RI, PI, je ne sais pas quoi. Oui, voilà, bon, alors là, bon, terminé, c'est pas important. Mais c'est quand même une opération que nous considérons comme opération Toulouse Métropole. On fait partie de la métropole, bien entendu. Mais
nous avions fait la remarque suivante à M. Hennig, et d'ailleurs que nous l'avons écrite en 2024 dans notre contribution, que, si vous voulez, l'ensemble des comités, on s'était réunis, on avait dit, mais il y a ce bois-là, effectivement, qui est important, ben, nous, on souhaiterait qu'il en bénéficie au quartier mitoyen, pour la bonne raison que nous avons fait des efforts depuis l'an 2000 pour attendre que les odeurs soient résolues, l'amélioration de tout cet ensemble qui était là. Et donc on dit, il est normal que, en retour, ce n'est pas une obligation, mais on considère que quand même, on a été très patient. Le reboisement puisse se faire aussi sur les quartiers mitoyens. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu des propositions qu'on a lues, mais ça nous paraît un peu rikiki, monsieur Hennig. On trouve qu'il faudrait que ce soit plus important, parce que, si vous voulez, déjà, alors là, je prends la casquette comité de quartier des 7 deniers. Là, il y a deux terrains qui ont été signalés, qui sont importants. Alors pour l'instant, il y a des cultures de blé. Nous ne sommes pas contre, mais nous disons, il y a suffisamment de surface pour pouvoir implanter un joli bois des deux côtés de la route de Blagnac, au sein des 7 deniers, et d'autres endroits, mais en particulier ces deux-là, pour l'implantation de bois et de faire une opération, je dirais, de reboisement intelligente pour le quartier des 7 deniers. Ça, déjà. Et je reviens sur l'autre aspect qui a été maté, ce qu'on appelle, nous, le triangle vert, au cours de la réunion que l'on a eue avec M. Hennig, qui se trouve au Pont Jumeau. Et lorsque vous visitez les ponts jumeaux, c'est-à-dire vous avez un coefficient d'occupation des sols qui a été peut-être le plus important de Toulouse, mais aussi peut-être de toute la France, même Malepère n'arrivera pas à les battre. Et il y a près quand même de 10 000 personnes qui habitent là. Et dans ce triangle vert, avoir la possibilité de mettre un espace vert serait sympathique et idéal pour les 10 000 personnes qui habitent. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que ce quartier-là, Pont-Jumeau, il y a la rocade qui passe. De leur côté, ils n'ont aucune protection phonique. Ça pourrait être une manière, en partie, d'amortir le bruit qui arrive de la rocade. Voilà, messieurs, mesdames, mais j'ai fini pour mon intervention. Si tu veux. Bien sûr, merci pour votre intervention. Non, mais vous avez bien fait, et qui mêle à la fois des remarques, des inquiétudes, des suggestions. Donc c'est parfaitement enregistré, donc il y a peut-être certains éléments qui peuvent déjà faire l'objet, pas forcément de réponses, mais en tout cas de compléments et d'échanges par rapport à ce que vous venez de nous partager, donc aucun problème, et merci beaucoup pour cette contribution. Je voudrais juste répondre sur G6, que l'on aurait dû déjà prévoir, finalement, c'est ça votre question. Je pense que ce que nous traitions comme eaux usées il y a 10 ans ne sont pas du tout les eaux usées que nous traitons maintenant, et ne sont pas du tout les eaux usées que nous traiterons dans 10 ans. Prévoir G6 aujourd'hui, à mon avis, serait une erreur fatale, parce que nos scientifiques font des progrès sans arrêt et trouvent des molécules qui ont des effets pathogènes, et quand ces molécules sont découvertes, on met un traitement en face pour arriver à les éliminer. Donc comment prévoir aujourd'hui ce que les scientifiques vont découvrir dans les 10 ans à venir? Construire G6 et aller jusqu'à G6 aujourd'hui pour traiter les macropolluants actuels serait une erreur. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on évolue. Évidemment, on n'a pas prévu G1, G2, G3, on n'a pas prévu G1 comme on a prévu G2, on n'a pas prévu G3 comme on a prévu, et ainsi de suite. Donc, évidemment, ce serait une erreur, à mon avis, monsieur Martin, que l'on prévoit déjà et qu'on aille aussi loin. Voilà, c'est juste ce point. Je vous laisse terminer sur le reste.
Merci pour ce complément, en tout cas ces éléments de réponse par rapport à la perspective de G6. Je ne sais pas s'il y a d'autres retours à formuler par rapport à l'une ou l'autre des remarques qui ont été formulées. Oui, Monsieur Hennick. Oui, je ne vais pas répondre point par point, mais il y avait quand même pas mal de sujets qui recoupent, vous l'avez vu, finalement, les remarques de l'autorité environnementale, notamment sur le volet inondation, sur le volet sécheresse et micropolluants. Et donc, formellement, on va établir, nous, des petits mémoires en réponse, des notes complémentaires qui vont venir se rajouter, finalement, au dossier, à la fois pour rajouter des compléments d'explication. Parfois, c'est comme ça qu'on va répondre, parfois en prenant des engagements complémentaires, le cas échéant. Et donc, ces notes complémentaires, ces éléments de réponse, ils seront mis à disposition. Ils seront du coup portés aussi à la connaissance du commissaire enquêteur qui, du coup, dans son analyse, pourra regarder voilà, les questions posées, les réponses de la maîtrise d'ouvrage. Et puis, ce seront aussi des éléments qui, par la suite, seront analysés par les services de l'État, le cas échéant, pour l'arrêté préfectoral qu'on espère voilà, pouvoir avoir à l'automne. Et donc, du coup, il pourra être assorti, cet arrêté préfectoral, d'un certain nombre de prescriptions, peut-être sur des remarques que vous avez faites. Mais voilà, pour ne pas alourdir non plus trop ce soir les éléments de réponse, voilà, je vous invite à prendre connaissance par la suite des éléments voilà, détaillés qui vont être fournis, notamment sur la partie inondation. Merci pour cette vision synthétique par rapport à cette large contribution qui vient de nous être faite. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Remarques? Auquel cas, je vous propose de passer un dernier temps participatif. Parce que même si vous n'avez pas forcément formulé de questions, nous, on souhaiterait vous poser différentes questions et on aimerait recueillir votre avis. Donc, pour les personnes qui sont plutôt à l'aise avec le format digital, nous vous invitons à prendre en photo ce QR code à l'écran qui va vous emmener vers un petit espace sur lequel, encore une fois, nous sollicitons votre avis dans le cadre de cette consultation. Et pour celles et ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil digital, n'hésitez pas à vous signaler en levant la main. Mes collègues vont venir vous voir avec un petit formulaire papier qui vous prendra moins de 3 minutes à remplir et qui nous sera précieux pour finaliser cette phase de consultation afin de recueillir votre avis et vos suggestions et vos perspectives en lien avec la mise en œuvre du projet. À main levée, si des personnes ont besoin du questionnaire, n'hésitez pas. Et pour les personnes à distance, vous pouvez flasher le QR code de manière à pouvoir directement atterrir sur l'espace de concertation. Oui, il y a une question complémentaire peut-être ? Je voudrais simplement faire une demande. C'est pourrons-nous avoir une copie du diapo qui nous a été, des diapositives qui nous ont été présentées? Je pense que oui. Enfin, en tout cas, ce sera mis en ligne. Papier, si oui, c'est possible. Ah, papier. Si c'est possible. Mais on peut nous l'envoyer par... En format numérique. Ouais, à minima, certains. Et on voit avec la maîtrise d'ouvrage, mais je pense que ça doit être possible. Voilà. Pardon. Il se peut même que nous ayons d'ores et déjà un exemplaire papier à vous remettre dès ce soir. Si des personnes rencontrent des difficultés avec le QR code, n'hésitez pas à vous signaler également pour qu'on puisse vous accompagner dans la réponse aux questions. Tout le monde a son questionnaire ou a pu flasher le QR code? Il semblerait que oui.
rapport. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Voilà, la question c'est quand, cher monsieur, vous remettrez le rapport et que l'on aura connaissance, bien entendu. En conclusion de cette réunion publique, la réponse vous sera apportée. Alors, j'ai une réponse enregistrée dans le cadre du questionnaire en ligne. Je pense que la majorité des personnes sont plutôt sur du format papier. Donc, voilà. Une question quand même qui est ouverte, c'est que dans le cadre de la ligne C du métro, on a pu lire sur la dépêche, mais aussi sur Actu Toulouse, le fait que, et on ne nous l'a pas présenté, qu'il y aurait dans chaque station la construction de 1000 logements prévus, non pas tout d'un seul coup, etc., mais qu'il est prévu 1000 logements de plus par station de métro, ce qui reviendrait à peu près à 28 000. Donc 28 000 multiplié par 3, ça fait beaucoup. Alors il faut se méfier de ce qu'écrivent les journalistes. Nous devons construire sur Toulouse Métropole 7500 logements par an, en tout, sur toute la métropole, on est bien d'accord, pour pouvoir accueillir les 10 à 15 000 personnes qui arrivent tous les ans. Donc voilà ce qui est prévu, et pas 28 000 par station. D'accord. Non, mais c'est dans toute la métropole, sur les 37 communes, c'est 7500 logements. Voilà, si ça peut vous rassurer. Voilà. pour le moment, une réponse d'enregistrer définitivement. Dans tous les cas, sachez que cette phase de consultation, comme je le disais en introduction, n'est pas encore totalement clôturée. Donc au-delà des contributions qui ont déjà été portées sur le registre numérique et toutes les questions qui ont été formulées dans le cadre de la réunion publique de lancement ou aujourd'hui dans la réunion publique de clôture, vous pouvez continuer de contribuer sur le site ainsi que sur les différents registres qui sont mis à votre disposition jusqu'à la date butoir du 13 juin. Donc n'hésitez pas, si jamais des choses qui ont été portées à votre connaissance ce soir faisaient écho un tout petit peu plus tard, demain, après-demain ou après ce week-end de Pentecôte, n'hésitez pas à le partager à nouveau en ligne. Et je pense que nous allons pouvoir passer à la clôture de cette réunion publique s'il n'y a pas Ah, une observation complémentaire, madame. Une observation, s'il vous plaît. Moi, pour des questions visuelles, je ne peux pas du tout travailler sur ordinateur, sur écran. Donc, j'ai passé plusieurs matinées et après-midi sur le site de la mairie des Minimes. Et je trouve que les conditions de travail sont absolument déplorables. On a une quantité de registres posés sur un bureau dans la pièce d'accueil du public, avec en permanence du personnel qui rentre, qui sort, qui parle, qui crie, etc. C'est absolument épouvantable pour pouvoir se concentrer. Donc je pense que dans le cadre d'une consultation pour le public, il faudrait au moins mettre un lieu qui soit un peu isolé, de façon à ce qu'on puisse se concentrer. Dans le cadre d'une consultation sur des registres papier. C'est ça. D'accord. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement difficile et j'y suis allée plusieurs fois. Très bien. Et impossible de faire une seule photocopie non plus dans le lieu, c'est interdit. Donc je pense que franchement, pour 80 centimes de photocopie, ça n'aurait pas ruiné la ville de Toulouse d'offrir la possibilité de faire une photocopie de certains documents. Votre remarque est consignée dans le cadre de cette réunion publique. Oui, monsieur Gendras, peut-être. Oui, pour vous répondre, madame, d'abord, je déplore qu'effectivement, on n'ait pas eu les conditions idéales pour consulter le dossier. Ça, c'est un premier point. Et que les deux sites où ils étaient déposés auraient pu faire peut-être un effort complémentaire. Cela dit, Toulouse Métropole, dans le cadre de la nouveau type d'enquête, donc consultation sur 3 mois, les registres papier ne sont plus obligatoires. Donc c'est Toulouse Métropole qui a décidé en plus de les mettre en place.
de sa propre initiative. Voilà. Mais certainement, madame. Bon, Merci pour la réponse apportée, monsieur le commissaire enquêteur. Et peut-être que vous pouvez me rejoindre, parce que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir passer à la conclusion de cette réunion publique de clôture, puisque comme je le disais, vous pouvez continuer de participer jusqu'au 13 juin, 17h précisément, dans le cadre de cette consultation publique. S'en suivra alors le chemin réglementaire dans lequel s'inscrit ce projet et cette consultation. Monsieur Gendras, je peux vous laisser en dire quelques mots? Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'enquête se termine, enfin, pardon, la consultation se termine le 13 à 17h. Là, je m'adresse au public présent et au public qui nous suit en distanciel. Les registres, donc en particulier pour tous, le registre numérique est ouvert jusqu'au 13-17h. Après, ce sera trop tard. Donc, vous pouvez apporter toutes les observations. En plus, nous allons recevoir des compléments au dossier. Il y en a déjà un qui a été apporté ce matin, c'est la note complémentaire numéro 2 sur les inondations en particulier, la lutte contre les inondations à l'intérieur du site, qui répond à beaucoup de vos questions que vous avez posées. Nous attendons également donc, la réponse de Toulouse Métropole sur son mémoire en réponse pour l'avis sur les avis de la MRAE et sur le CNPN. Voilà. Donc ces deux dossiers seront seront mis en ligne sur le dossier et avant la fin de l'enquête, bien entendu. Ensuite, moi j'échangerai avec Toulouse Métropole un procès-verbal d'enquête. C'est une formalité où je résume mon avis sur la question et surtout je reformule toutes les questions qui ont été posées, où je les synthétise, et je demande éventuellement un complément de réponse, mais au moins pour les questions du registre numérique, il n'y a certainement pas grand-chose à rajouter, parce que les réponses de Toulouse Métropole étaient vraiment très complètes. Dès que je recevrai la réponse de Toulouse Métropole, qui n'aura pas beaucoup de temps parce que moi non plus je suis contraint, je dois remettre le rapport 3 semaines après la fin de la consultation, avec quelques jours probablement de décalage, parce que j'avais demandé, avant, quand j'ai été désigné, j'avais demandé à l'autorité organisatrice la possibilité de décaler de quelques jours, parce que j'aurais une semaine d'absence, une petite semaine d'absence, pendant cette durée de 3 semaines, ce qui raccourcit le délai de travail. Voilà. Mais enfin, donc, vous jouez 3 semaines plus, disons, 3 ou 4 jours, et puis ce sera bon. Et donc, mon rapport sera bien entendu mis en ligne sur Publilégal. Merci beaucoup, monsieur Gendras. Ce qui nous amène à la fin de ce temps de réunion publique, de clôture de cette consultation. Et nous vous invitons, avec la maîtrise d'ouvrage, à un temps convivial, de manière à pouvoir continuer les échanges. Et d'ores et déjà, merci pour vos contributions et n'hésitez pas à continuer à contribuer jusqu'à la clôture définitive, le 13 juin à 17h, comme l'expliquait monsieur le commissaire enquêteur. Merci à toutes et à tous et une bonne soirée.